Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour parler de l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Dans l'été, on va avoir la compétition de e-sport mondial qui se tiendra en France. C'est important et c'est l'occasion pour nous de nous demander quelle est la place réelle des femmes dans le e-sport, notamment dans le e-sport compétitif. Seconde partie d'émission, un débat lui un peu plus tendu, même un peu plus nocif. Plantation Simulator a fait la polémique au mois de mai. Comment un tel jeu ouvertement raciste peut être diffusé sur Steam? Comment peut-il vendre des copies? Et pourquoi Steam met autant de temps pour le retirer? On va en parler avec mes invités. On verra que c'est un sujet qui est très compliqué, très touchy et qui peut avoir des répercussions très très fortes. Voilà pour le programme. Tout de suite, Serious Game. Cet été, la Coupe du Monde, le eSports World Cup, se tiendra en France. Une occasion parfaite pour se demander quelle est la place réelle des femmes dans ce secteur, dans le e-sport et notamment dans le e-sport compétitif. On va en parler avec Anna Bressan. Bonjour. Bonjour. Présidente de Women in Game France. Alors ça, c'est assez récent. Par contre, ce qui n'est pas récent, c'est que vous êtes une professionnelle de l'industrie comme directrice créative, c'est ça? Et exactement. Professeur en école. Dans quelles écoles vous intervenez actuellement? Dans des écoles privées, mais également j'interviens en hôpital psychiatrique où je fais de la médiation numérique, donc toujours via la création de jeux vidéo, je crée du lien. Women in Games, qu'on accueille souvent, on avait eu vos deux anciennes présidentes, Marie-Lou Dulac et Morgane Falaise, sur de précédents sujets. Coupe du Monde e-sport, donc il y a 24 jeux différents qui sont représentés. Ça fait beaucoup de professionnels. Est-ce qu'on a une idée dans toute cette masse de joueurs e-sport de compétition, quelle proportion de femmes? Alors une idée. C'est la grosse question. C'est une grande question, en effet, et puis moi-même, ça m'intéresse énormément. Donc c'est pour ça que l'association, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années et qui est spécialisée sur les enjeux de mixité et de diversité dans l'industrie du jeu vidéo et son écosystème. Donc, pas que e-sport, mais le e-sport fait partie des enjeux. Voilà. En fait, il faut distinguer non seulement la pratique amatrice, finalement, de tout à chacun, et puis après la scène compétitive, où là, vous avez donc malheureusement... Un plafond de verre qui est encore plus solide. Oui, là, on va avoir un grand écrémage qui va s'opérer sur la présence des femmes. Et force est de constater que cette présence, malheureusement, elle stagne, voire elle régresse d'après les derniers chiffres, mais les chiffres eux-mêmes... C'est autour de 6%, c'est ça, dans les chiffres que vous mentionnez? D'une année sur l'autre, de 2021 jusqu'à 2023, on était sur 6-7%. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucune femme dans le e-sport de compétition. Et quand il y en a qui sont dedans, on avait Kayane qui était sur ce plateau il y a quelques semaines. Elle nous disait, c'est pas les prizes dans les compétitions qui la font vivre, mais les sponsoring qu'elle a grâce à la notoriété qu'elle a créée. Ça veut dire que même quand on est une femme dans le e-sport compétitif, on n'en vit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en vit pas du tout. En fait, quand on est joueuse professionnelle ou joueur, finalement, le fait d'appartenir à un club, ça vous apporte une source de revenus. Un salaire. Exactement. Mais au-delà de ça, il y a aussi une autre casquette que vous cumulez, c'est le créateur de contenu et le sponsoring avec les différentes marques par lesquelles d'ailleurs vous êtes associé via le club. Ce que faisait Kayane d'ailleurs, c'est plus ces contenus qui lui permettent de générer des financements, des retours, des sponsors. Comment on fait aujourd'hui pour, sans même parler de la compétition, parce qu'en fait, le e-sport, on voit que les femmes, il y a double peine, c'est aussi misogynie, agressivité en ligne. Quand on veut améliorer la situation, là, il faudrait commencer par quoi? S'il y avait une priorité, ce serait quoi aujourd'hui? La priorité aujourd'hui, ce serait effectivement la modération sur les jeux en ligne. Parce que finalement, c'est ça la première barrière à la scène compétitive, c'est que pour être une joueuse professionnelle, il faut pouvoir s'entraîner. Et pour pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir pratiquer de façon sereine. Et c'est là où on constate effectivement une toxicité ultra forte sur les jeux en ligne. Et puis après aussi sur la partie notoriété, les réseaux sociaux. N'oublions pas, pour se faire connaître des clubs, il faut forcément réussir à émerger quelque part. Et aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça va être ma dernière question avant qu'on se quitte, puisque le temps passe très vite. Mais dans le sport traditionnel, il y a déjà ce problème de non-parité entre les femmes et les hommes. Ça se voit souvent sur les revenus, en plein Roland-Garros, par exemple, on en a parlé. Mais on se dit, dans le e-sport, normalement, la pseudo-frontière physique, elle explose, elle n'existe plus, vu qu'on est sur des machines. Et donc, une femme peut être aussi forte, elle n'a pas besoin de courir plus vite, de porter plus de poids. Pourquoi sur le e-sport, alors qu'on est censé avoir une technologie qui casse cette pseudo-barrière, pourquoi ça a l'air d'être encore plus misogyne que dans le sport traditionnel? Comment ça s'explique? C'est tout le paradoxe. C'est vrai que
Par principe, par essence même, l'e-sport est 100% mixte. Il n'existe pas, finalement, De de ligue catégorie. voilà, entièrement masculine. Mais par la force des choses, on est arrivé à ce résultat-là parce que finalement l'e-sport va reprendre un branding, une communication exclusivement masculine. Et puis même les jeux en eux-mêmes ont été très longtemps marketés comme Pensée masculins. pour des garçons. Voilà. La prochaine Coupe du Monde, la eSports World Cup, donc Mm. en France, en quoi elle peut contribuer à améliorer un peu la situation? Eh bien, par justement la mise en avant de rôles modèles afin d'inspirer les jeunes filles, de montrer aussi que on peut bien évidemment déconstruire ce cliché, ce stéréotype qui est encore très persistant sur le fait que il n'y ait pas de joueuse, qu'elle ne soit pas forte, alors que je suis sûre qu'on va réussir à avoir des profils qui vont émerger grâce à cette compétition. Ouais, c'est sûr que si on n'a que 6% de participantes, il y en a moins qui ont des chances d'arriver loin dans les tableaux. De fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit moins bonne. Ah oui, c'est juste qu'elle n'a pas eu l'opportunité de participer. Anna Bressan, directrice artistique de profession dans le jeu vidéo, présidente de Women in Games France, merci beaucoup d'être venue. On se retrouvera dans les prochains mois, je pense, sur d'autres sujets que l'organisation défend. Avant ça, on va parler d'un autre sujet qui a dû vous interpeller, Plantation Simulator, un pseudo-jeu vidéo qui vous propose de fouetter des esclaves noirs pour faire fructifier votre plantation de coton. Ça a duré 2 semaines, mais ça a suffi pour faire une énorme polémique sur Steam. On en parle dans quelques secondes. Peut-on faire n'importe quoi dans un jeu vidéo? Visiblement, oui. Le jeu Plantation Simulator a fait l'actualité au mois de mai sur Steam. Il est sorti, il a été dépublié à peu près 2 semaines après, mais il a eu le temps de faire un scandale parce qu'il nous proposait dans sa boucle de gameplay de faire fructifier notre plantation de coton en frappant nos esclaves noirs. Donc forcément, ça crée un scandale. Ça pose aussi beaucoup de questions sur comment sont validés les jeux que l'on peut acheter sur des plateformes comme Steam, comme Epic ou même comme GOG. On va en parler avec mes invités. Clara Benyamin, bonjour. Bonjour. Avocate spécialiste en droit des industries créatives, dont le jeu vidéo. On vous avait déjà reçu sur un sujet un peu plus léger qui était l'adaptation des séries en jeu vidéo ou les jeux vidéo en série. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus délicat, mais vous avez préparé quelques billes en amont pour nous donner des réponses, notamment sur le fonctionnement des plateformes. Et on verra que ce n'est pas si simple de filtrer des jeux comme Plantation Simulator. Avec nous, Michael Newton, bonjour. Bonjour. Première dans PlaySmart, on vous avait déjà reçu sur les antennes de Bismart pour un épisode de Branché sur le potentiel africain dans le jeu vidéo. J'imagine que quand vous avez vu sortir ce jeu vidéo, ça vous a fait un choc. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé là au mois de mai avec Plantation Simulator? Ce jeu est sorti dans un contexte très particulier en France. Le mois de mai est le mois des commémorations de l'abolition de l'esclavage. De voir ce jeu apparaître, c'est un affront quelque part, même si le contexte international est différent, mais on connaît cette période, en tout cas, où il y a beaucoup de débats anti-woke. Et de le voir, c'est encore un jeu qui enfonce le clou là-dessus. Et effectivement, de voir un jeu qui s'appelle Plantation Simulator qui s'assume en tant que tel, on se dit qu'il y a de la permissivité sur laquelle il faut en débattre. Il faut effectivement aussi changer les choses. Et c'est en ce sens que j'ai commencé à prendre la parole sur le sujet autour de ce que représente Plantation Simulator dans un écosystème fracturé. Donc votre cofondatrice de Narafight, Jennifer Lufo, aussi a beaucoup parlé sur les réseaux pour dénoncer ce jeu. On a aussi la ministre déléguée au numérique et à l'intelligence artificielle qui a déposé une plainte à l'Arcom. Donc il y a eu des réactions, notamment officielles, en très haut lieu. Mais il y a quand même une question qui se pose, Clara, c'est comment est-ce possible qu'un jeu avec ce pitch-là puisse être accessible sur une plateforme comme Steam? Ça paraît fou, mais en réalité, il y a une certaine logique dans le fait qu'il soit sorti et que Steam n'ait rien pu faire. Alors, une certaine logique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des mécanismes juridiques et légaux qui sont en place. Je ne sais pas du tout si c'est logique, je pense pas que ça soit acceptable. J'allais dire, je ne sais pas si c'est Ouais, acceptable. c'est pas acceptable, mais ce n'est c'est pas logique qu'il n'ait acceptable. pas pu le filtrer en amont. Exactement. En fait, on a un arsenal de textes de loi qui encadre comment ça marche, ces choses-là, que tout le monde lève la main quand ça devient ennuyeux, s'il vous plaît. Alors, ça porte un nom rigolo. Ça s'appelle la loi pour la confiance en l'économie numérique. Nom rigolo. Et il y a un texte, donc il y a un bout de ce texte de loi que chez nous, vraiment, on connaît par cœur. Je pense que je peux le réciter en dormant. Je ne le ferai pas. Qui prévoit qu'il y a différents régimes de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire quand on donne accès à du contenu sur Internet
selon quel est notre rôle dans le fait de donner accès à ce contenu sur Internet. Là, ce qu'il est très important de comprendre, c'est qu'il faut distinguer entre ce que la loi appelle un hébergeur et un éditeur. Steam et l'hébergeur. Steam et l'hébergeur, j'y viens. Et justement, c'est assez intéressant puisque comme l'audience de PlaySmart est particulièrement bien éduquée sur le jeu vidéo, on comprend tout de suite qu'effectivement, il y a l'éditeur du jeu vidéo, qui donc peut-être n'est pas celui qui l'a fabriqué, mais celui qui le rend disponible, et l'hébergeur, qui est l'endroit où on peut venir acheter ce jeu vidéo, y jouer. Et dans la loi, dans cette fameuse loi avec un nom rigolo, la loi pour la confiance en l'économie numérique, il y a 2 statuts très distincts. Il y a une discussion pour en créer une troisième, mais bon bref. Pour l'instant, il y a 2 statuts très distincts qui sont celui d'hébergeur et d'éditeur. L'éditeur qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. L'éditeur, c'est celui qui a fabriqué le jeu, ou en tout cas qui l'a commercialisé. Et lui, il est responsable de ce qu'il y a dedans le jeu. Donc que ce jeu ne porte pas atteinte à la liberté d'expression. Si vous voulez, on parle de liberté d'expression après. Ça, on en parlera après parce qu'on verra qu'il y a différentes lois selon les Bien sûr. territoires. Mais dans le cas là que vous nous expliquez, au-delà de la masse de jeux qui sortent sur Steam chaque année, je crois qu'on est près de 20 000, 19 000 en 2025, Steam ne sera pas responsable du fait qu'un jeu soit sorti avec un contenu raciste. Mais la grande question, c'est qui serait responsable? Et je propose qu'on regarde un tweet qui a été, enfin même pas un tweet, le message sur la plateforme Steam de l'éditeur du jeu, donc Fizzby. Et on peut le voir, donc c'est Hello Friends LOL. Nous avons décidé de retirer ce jeu. Nous pensons que nous avons dit ce qui avait besoin d'être dit. On a vu les opportunités, on les a saisies. Déjà, le nom du studio laisse à penser que ce n'est pas vraiment un studio. Il y a d'ailleurs eu un tweet quelques jours après sur X pour dire qu'ils étaient déçus, ils devaient fermer leur studio de 200 personnes. Donc on comprend bien que ce n'est pas vraiment un studio, on comprend bien qu'il n'y a pas vraiment de professionnels du jeu vidéo qui ont fait ce jeu. Donc ce jeu, en fait, c'était quoi? C'était un troll ultime? Ah oui, je pense que c'était un troll et à mon avis, il y a une personne derrière, hein. Le jeu n'est pas du tout au standard. Voire mais pas plus. Oui, vraiment pas plus, hein. Ça doit être une bande de copains qui ont en plus l'habitude de délivrer ce genre de jeu très controversé, hein. Il y a des jeux clairement anti-woke quand on regarde, puisque sur Steam, on peut aller voir justement ce que font ces éditeurs, en tout cas l'entité qui a enregistré ce jeu. On en voit 4 ou 5 qui sont clairement Coutumière du fait, ouais. Oui, c'est ça. On voit clairement voilà, des jeux qui sont faits pour créer le débat. Voire, Là, c'est clairement ce qui est indiqué. Oui, oui, Ils voulaient en fait créer une polémique. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour sur ce jeu où on remplace les esclaves noirs par des femmes en bikini à qui on envoie des bisous. Oui. C'est une manière d'aller dans le cliché woke, très clairement. Oui, oui, oui. Mais donc là, dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Le nom de l'utilisateur Steam, comment on fait pour mettre un jeu sur Steam sans donner son identité, sa carte En fait, on ne sait pas qui on doit poursuivre finalement. Il y a un nom d'utilisateur, mais il n'y a pas une personne identifiée, si je comprends bien. Je crois que c'est le moment du 2e chapitre. Allez, on y va, Clara. Ça y est, on y va. Non, mais alors, juste sur les histoires de noms, en fait, certes, si moi, demain, je me crée un compte Steam, quel que soit le nom que je mets, il y aura quand même ce qu'on appelle une adresse IP qui permet de m'identifier. Après, il y a malheureusement des moyens de faire des chats perchés et de rester le plus anonyme possible. A-t-on envie de les expliquer On va peut-être pas aller dans la technique, mais donc c'est possible de diffuser un jeu sans que notre identité soit traçable. Ce qui veut dire que la responsabilité légale du jeu qu'est l'éditeur, elle est intraçable dans la plupart des pays, si on comprend bien. Ça veut dire que sur Steam, quelqu'un qui crée un jeu raciste ou un jeu qui fait l'apologie des violences sexuelles, par exemple, il va être très dur à trouver et à poursuivre en justice. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si on a une mauvaise intention derrière la tête et qu'on sort un jeu qui est volontairement, ce qu'on appelle manifestement illicite, donc volontairement à inciter à la haine, etc., peut-être qu'effectivement, on va mettre en place ces choses pour se cacher. Donc, évidemment, ça peut être un petit peu difficile de retrouver les gens, d'autant plus que potentiellement, on a conscience de ce qu'on est en train de faire et donc, du coup, on se planque. Et là, effectivement, c'est une question dont on discutait tout à l'heure. Là, effectivement, potentiellement, on se retrouve dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que l'hébergeur... Alors, donc, si moi, je vais sur Steam et que je vois un jeu qui, excusez mon langage, qui est une dinguerie, quoi, où il y a plein de contenus manifestement illicites. Oui, ben voilà. Non, mais En tout cas, ce qui se passe sur ce jeu-là serait plus facile, en tout cas, serait un peu plus légal
dans certains pays que dans d'autres. Ça aussi, ça ajoute une touche de complexité. Non, non, non. Un jeu où on peut frapper des personnes noires pour qu'elles travaillent plus vite, je vois assez peu Même aux d'endroits. États-Unis, au nom de la liberté d'expression, Alors, justement, la liberté d'expression, nous en France, on considère que la liberté d'expression est limitée. J'ai le droit de tout dire, sauf ce qui est illégal. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'insister. le racisme est un délit. Voilà. Oui. Le racisme est un délit, la misogynie est un délit, la transphobie est un délit. Ok. Les États-Unis, ils ont une vision un petit peu différente. Eux, ils considèrent qu'on peut tout dire et qu'en fait, c'est la pluralité des expressions Qui crée l'équilibre. qui crée l'équilibre et qui fait qu'on va arriver à la vérité. Ok. Donc c'est pas notre vision à nous européenne. Par contre, non, même aux États-Unis, ce jeu-là, c'est peut-être pendant une demi-seconde, on peut se faire un chat perché de liberté d'expression, mais il tient pas non plus. Non, et puis c'est un jeu qui clairement offense des communautés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, ne serait-ce que par les réactions des gens, on voit que ça polarise, ça pose tout un tas de questions et parfois des questions de bon sens qui est-ce qu'on a envie de sortir un jeu qui va heurter certaines sensibilités, si bien que des personnes vont se retrouver meurtries et d'autres galvanisées par ça. Et On peut parler de troubles à l'ordre public. Ah mais totalement. Voilà, ça n'avait aucun propos derrière. C'est pas comme si c'était pour dénoncer, pour c'est vraiment pour. Là, c'est pour provoquer. Ouais, c'est provoquer, assumé d'ailleurs ennuyer dans des les gens. différentes Ouais. communications. Mais Michael, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de l'industrie ou des pouvoirs publics ou des plateformes comme Steam pour éviter que ça se reproduise? Parce que là, si vous allez sur la page du jeu, c'est marqué que Steam est encore en train de faire des recherches pour Oui. comprendre le jeu. Oui. On comprend que ça va très lentement. Non mais ça n'est. Sauf que la polémique, elle a besoin de 5 heures pour prendre feu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que Steam se responsabilise. Moi, j'ai lancé une pétition en ligne, justement, sur le sujet, pour déjà constater les faits, c'est-à-dire les dégâts que ça provoque, mais aussi avoir ce réveil de Steam, qui est de ne pas attendre des jours et des jours pour réagir, d'avoir un communiqué, d'avoir une prise de position. Les gens reportent le jeu, il y a une possibilité. Alors, le petit triangle pour valider le fait qu'on ait envie de faire remonter un incident, il est un peu caché, mais il existe. Et donc de le mettre plus en avant, qu'il y ait cette possibilité de réagir dans les 24, voire moins de 24 heures, pour pouvoir prendre position sur la dépublication ou le maintien de ce jeu-là, mais d'avoir un mot de Steam. Donc c'est une très très grosse corporation qu'il y a derrière. Effectivement, il y a 19 000 jeux, mais il ne doit pas y avoir 19 000 reports par jour. Peut-être que oui, mais quand bien même, il y a des personnes qui sont là, des modératrices et des modérateurs, pour pouvoir agir dessus. Et dépublier le jeu, ça se fait très rapidement en réalité. Là où l'éditeur disait que ça prend du temps, Steam ne répond pas, ce qui est totalement faux. On a eu un autre phénomène un peu similaire il y a à peu près un an. C'était là, pour le coup, sur les violences sexuelles et sexistes, No Mercy. Pareil, ça avait mis du temps la machine avait mis du temps à se mettre en marche pour que le jeu soit dépublié. Légalement, est-ce que, je ne sais pas, à l'Union européenne, enfin au niveau des États, il faut repenser aussi un peu la loi pour qu'une partie de la responsabilité aille un peu plus sur les hébergeurs? Parce que là, c'est ce que vous revendiquez finalement pour Steam. On met toute la responsabilité du contenu sur l'éditeur, mais est-ce qu'à terme, il ne va pas falloir faire un transfert aussi? L'hébergeur doit aussi filtrer qui il laisse passer. Alors, deux idées là-dessus. Non, mais deux idées là-dessus, ça va aller très vite. Déjà, l'obligation qui existe, c'est de mettre à disposition, pour l'hébergeur, c'est de mettre à disposition un dispositif qui, normalement, doit être très facile à trouver. Donc déjà, bref, donc de mettre en place un dispositif de signalement et de retirer promptement, ça veut rien dire promptement, mais bon, bref, de retirer promptement les contenus qui sont des dingueries, voilà, manifestement illicites, c'est ça le terme. Mais, donc ça, c'est l'obligation légale. Mais en fait, il y a aussi plein de boîtes, plein d'entreprises, plein de gigacorporations ou de mid-corporations qui prennent l'initiative de faire mieux. Donc en fait, certes, on pourrait peut-être durcir la loi, etc. Elle existe déjà, la loi, mais ok, on peut peut-être faire évoluer la loi. Mais il y a peut-être aussi un enjeu des entreprises de décider par elles-mêmes de prendre leurs responsabilités. Et c'est quelque chose auquel notamment les consommateurs peuvent encourager. C'est-à-dire que voilà, on vote aussi tous avec notre porte-monnaie. Hein, donc voilà, donc d'un côté, bon, la loi, elle existe, elle peut être durcie. De l'autre côté, est-ce que c'est aussi aux entreprises de faire mieux sur ces sujets-là et comment est-ce que nous, on peut influer dessus? Et je pense que vous avez fait de l'excellent travail. Merci beaucoup.
En gros, là, le droit de vote sur ce sujet-là serait aux consommateurs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aussi inciter peut-être les gens à, peut-être quand ils le peuvent, aller sur d'autres plateformes qui Oui. n'ont pas ces problèmes? Oui, c'était effectivement ce que je suggérais à travers cette pétition. C'était en fait, on a le champ des possibles à travers des achats en ligne pour le jeu vidéo. Il y a des plateformes comme GOG, GOG.com, il y en a plein d'autres. Enfin, il y a Epic qui le fait, il y Tout a à même fait, tout à fait, certains éditeurs ont leur propre plateforme. Et on imagine tout pour à le fait. coup, par exemple, sur UbiConnect, on n'aura pas ce problème-là, puisque c'est que des jeux d'Ubisoft, ou si on va sur la plateforme de Rockstar, c'est que des jeux Rockstar, donc pour le coup, ils vont faire très attention. Mm. Mais par exemple, prenons GOG. Aujourd'hui, GOG est quand même un challenger européen pour Oui. Steam. C'est donc des Polonais, c'est des projects. Il n'y a pas le même volume Mm. de jeux. Mm. Mais si demain, ils ont eux aussi 25 000 jeux qui sortent, il y a des risques qu'on ait le même problème qui se reproduisent. Sans doute, mais je pense que ça fait partie, comme vous le disiez, de la responsabilisation qu'on peut s'imposer nous-mêmes, à se dire, les modératrices et modérateurs sont bien formés, comme quoi c'est quelque chose qui est une question de crédibilité, une question aussi à ne pas avoir à cliver les personnes, et dans un monde, encore une fois, très fracturé, je pense qu'il est vraiment important, plutôt que de dire on a un nombre de jeux assez hallucinant, que derrière, les personnes se sentent aussi rassurées. Moi, typiquement, ça me donne plus envie de consommer sur Steam. J'étais parti dans une vraie logique de boycott en me disant effectivement il y a toutes ces plateformes alternatives, je suis pas obligé de jouer sur PC, il y a les consoles également, donc voilà, il y a finalement le champ des possibles, et c'est une façon aussi de comme vous le disiez également, de sanctionner également, de voter avec voter avec son portefeuille. Voilà. Vous pensez que ça peut encourager, enfin ce type d'appel au boycott peut vraiment avoir de grandes conséquences, parce que pour que Steam le sente passer, il faudrait qu'il y ait quand même une partie massive des utilisateurs. Steam est ultra dominateur sur son segment. Tout à fait. Mais il faudrait quand même que ça prenne des proportions, et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi des personnalités clés de l'industrie, au-delà de Steam, qui prennent la parole pour aller dans le même sens. Oui, je pense que c'est l'apanage des indépendants, de ceux qui publient des jeux, de dire voilà, il est important. Aussi. Effectivement, et c'est vrai que si les gros éditeurs parlaient dans cette logique de travail de modération, de cadrage, même des forums, ne serait-ce que d'avoir cette discussion et de laisser ouvert ces forums sur Plantation Simulator, où les gens se disent c'est dommage, maintenant on peut faire envoyer des bisous aux femmes dans le jeu, de rétablir le côté fouetté des personnes noires, et que ça n'est pas modéré, quelque part ça autorise à ce qu'il y ait d'autres jeux qui apparaissent comme ça. Enfin, typiquement, l'éditeur a dit il y en aura d'autres, des jeux. Donc voilà, ils se sentent dans une impunité qui fait que ce sera toujours des guéguerres sans fin. Donc voilà, c'est vraiment un travail important que de s'auto-réguler sur ces choses-là. Et que l'industrie prenne position. Tout à fait. Clara, on va rentrer dans une année électorale en France, même aux États-Unis, il y aura des midterms. Ce type de choses qui peuvent paraître triviales, anodines, finalement, c'est quand même très politique. Quel impact ça peut avoir? Parce qu'on parle souvent des réseaux sociaux, mais en réalité, un jeu vidéo qui sort sur Steam a aussi beaucoup d'impact. Est-ce que c'est parce qu'il y a des périodes électorales qui arrivent que ce type de jeu sorte? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut faire dégénérer ou envenimer les débats? Parce que là, très clairement, c'était du, entre guillemets, réactionnaire pour se moquer, troller les woke, donc deux polarités. Ça peut avoir quel effet au niveau social? Imaginons qu'on ait 5 jeux comme ça qui sortent en même temps, ou 10, parce que ça a l'air d'être possible. Alors, grande question. Grande question. Bienvenue dans mon TED Talk. Grande question. Non, ce que ça m'évoque, alors c'est pas du tout mon métier de commenter ça, mais après je suis une citoyenne et donc je me pose aussi des questions. Moi, ce que ça m'évoque, en fait, c'est... Vous avez déjà entendu parler de la fenêtre d'Overton? Oui, bien sûr. Voilà, ce que ça m'évoque, c'est que ce genre d'outrance, parce qu'en fait c'est une outrance de sortir ce jeu-là, ce genre d'outrance, en fait, décale un petit peu la ligne de ce qui est acceptable d'évoquer, de dépeindre, etc. Et donc, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que finalement, tendre à presque une banalisation de ce genre de... C'est même pas un jeu, enfin... Ce genre de c'est un troll, on l'a dit au début. Voilà, c'est ce genre assumé comme tel, d'ailleurs. Truc dégueulasse. Est-ce que ça fait que du coup, ça devient quelque chose qui, dans nos esprits, devient de plus en plus vaguement acceptable, genre ça va, c'est une blague, enfin, voilà. Donc en fait, moi la question que ça me pose, mais c'est plus en tant que citoyenne qu'en tant que professionnelle de justice, c'est est-ce que ça normalise des contenus un petit peu moins graves, et puis au fur et à mesure on dépasse la ligne rouge, quoi. Est-ce que ça contribue à déplacer la ligne rouge? Ça, vous en pensez quoi, Michael? Parce qu'on peut imaginer,
J'exagère un petit peu, je ne vais pas nommer les partis politiques, mais on connaît le principe de banalisation, normalisation. Et il y a certains partis qui, il y a encore 20 ans, étaient vraiment catalogués, on va dire racistes, xénophobes, qui là pourraient prendre position tranquillement en disant je dénonce ce jeu, et ça les aide encore dans leur normalisation, on va dire. C'est des outils qu'on donne aussi à certaines idées politiques quand même. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il va y avoir d'autres jeux de ce genre. Il va y avoir même des expérimentations. Il y a quelque chose dont on parle dans le jeu vidéo, c'est les game jams. Les game jams, ce sont des concours de création de jeux vidéo. Il y a des questions de propriété intellectuelle aussi, parfois, derrière. Mais les game jams, ça permet de faire des jeux très simples, très courts, et qui peuvent être parfois à vocation parfois sans politique. filtre. Et effectivement, sans filtre, parce qu'il n'y a pas forcément... voilà, ça reste tout un chacun de créer ses propres expériences. Donc, il va y avoir d'autres jeux politiques. Et effectivement, cette fenêtre d'Overton, si elle s'agrandit, il va y avoir effectivement des jeux extrêmes des deux côtés. Et donc, d'avoir des débats. Les débats, ça reste sain. Mais qu'est-ce qu'on s'accepte en termes de jeux qui peuvent être publiés? Effectivement, ça va poser plein de questions là-dessus. Et je pense qu'il faut être très vigilant et continuer de faire ces jeux-là. Mais il est vraiment important d'alerter lorsqu'il y a des choses qui vont beaucoup trop loin. On n'a pas parlé des contextes géopolitiques de guerre dans certains pays, mais forcément, c'est des thématiques qui peuvent être investies par ce type d'action, ce type de jeu, ce qui est très dangereux. Au niveau éducatif, j'imagine, c'est là aussi qu'il y a un enjeu fort, c'est peut-être éduquer les jeunes, les plus jeunes, parce que nous, on est adultes, on voit que c'est dégueulasse, mais un enfant sur Steam qui va découvrir le jeu à 10, 11, 12 ans, il est peut-être pas... Ils ne se rendent peut-être pas compte en fait de la dinguerie, comme vous le dites, qu'il a en face, qu'il a devant lui. Effectivement, le fait que ça s'appelle un jeu vidéo, il y a le côté ludique, on a l'impression que c'est tout de suite fun. Non, ça ne l'est pas. Ouais. C'est un plaidoyer, cette expérience-là. Et même des jeux comme Call of Duty, le prochain Call of Duty qui a eu sa nouvelle bande-annonce qui est sortie, qui est la Corée du Sud versus la Corée du Nord, ça pose beaucoup de questions aussi. Donc là, on pense que ça va être maîtrisé parce que ce sont des jeux qui mettent 3, 4, 5 ans à faire, mais ça reste des jeux qui ont toujours, derrière. Effectivement, et puis c'est des jeux qui sont publiés par les États-Unis la plupart du temps, donc ça pose des questions vraiment sur la géopolitique. Donc d'avoir tout ce travail d'accompagnement, même des parents, des plus grands, qui vont donner le sous-titre derrière ces jeux-là, enfin du moins les sous-discours, les discours même qui peuvent émerger, les questions qu'on peut se poser, c'est vraiment important qu'il y ait ce cadrage-là, d'en parler en tout cas avec ses amis, sa famille, mais aussi d'aller plus loin, de regarder qu'est-ce qui se dit plus largement. Le jeu vidéo, comme je dis, c'est pas nounou, c'est pas quelque chose où on met les enfants devant et on se dit tout va être safe. Et d'avoir cette discussion en ligne, d'avoir le jeu lui-même qui rapporte certains contenus, il faut absolument avoir cet œil critique d'adulte pour l'accompagner. On aurait encore beaucoup de choses à dire sur un sujet qu'on n'aurait pas voulu forcément aborder, mais qu'on était un peu obligé de traiter, parce que c'est pas ça notre vision du jeu vidéo, je pense, Plantation Simulator. Merci beaucoup, Clara Benyamin, avocate spécialiste des industries créatives. Merci beaucoup, Michael Newton, cofondateur de Narratify, pardon. La prochaine fois que je vous invite, ce sera un sujet un peu plus sympathique et sur lequel on aura peut-être plus matière à s'enthousiasmer. Malgré tout, il fallait le faire, malgré tout, sans vouloir leur faire de la publicité. Cette émission est terminée. La semaine prochaine, on parlera de sujets beaucoup plus ludiques. D'ici là, n'oubliez pas, jouer, c'est bien. Et comme vous pouvez le constater, jouer intelligemment, c'est mieux.